Entre 70 et 80 degrés de latitude nord, à l'extrême septentrional de l'Atlantique, existe une étendue d'eau qui couvre près de 1,2 million de kilomètres carrés et qui apparaît rarement dans les représentations mentales de ceux qui pensent aux grandes mers du monde. Elle n'a ni la renommée de l'Arctique central, ni la résonance littéraire de l'Atlantique Nord. Pourtant, la mer du Groenland est, selon plusieurs critères mesurables, l'un des endroits les plus hostiles de la planète pour toute embarcation. La raison n'est pas unique, mais réside dans une accumulation de facteurs physiques, climatiques, géologiques et biologiques qui se combinent de façon que les navigateurs ont appris à respecter, souvent trop tard. Délimitée à l'ouest par la côte orientale du Groenland, au nord par l'Arctique, à l'est par les îles du Svalbard et Jan Mayen et au sud par la mer de Norvège, la mer du Groenland occupe une position géographique qui en fait une zone de collision entre masses d'eau, d'air et de glace. C'est une frontière océanographique plus qu'une mer tranquille, un endroit où l'Atlantique chaud et l'Arctique glacial se rencontrent dans un affrontement constant. Cet affrontement produit des conditions qui n'ont d'équivalent dans aucune autre mer du monde, du moins pas avec une telle concentration de danger dans un espace aussi vaste. La température de l'eau de surface avoisine 0 degré Celsius en été et descend en dessous du point de congélation de l'eau salée qui est d'environ moins 1,8 degré Celsius en hiver. Ces températures ne sont pas simplement inconfortables, elles sont mortelles. Un être humain qui tombe à l'eau dans ces conditions perd sa coordination musculaire en quelques minutes, perd connaissance en moins d'une demi-heure et meurt dans un intervalle allant de 30 minutes à 1 heure, selon sa corpulence et son état physique préalable. Pour les navires, le problème n'est pas la température en elle-même, mais ce que cette température fait à l'eau, au métal, au système mécanique et à la glace qui flotte à sa surface. La mer du Groenland n'est pas seulement profonde. Elle est profonde d'une manière qui possède une histoire géologique. Son bassin principal, connu sous le nom de bassin du Groenland, atteint des profondeurs allant jusqu'à 5527 mètres en son point le plus bas, ce qui en fait l'une des zones les plus abyssales de l'Atlantique Nord. Pour donner une référence, cela équivaut à 5 fois la hauteur du Mont Blanc immergé sous la surface. Un navire qui coule dans ces eaux disparaît dans un abîme dont aucune expédition de secours ne pourrait rien récupérer. La géologie de ce bassin est intimement liée à l'ouverture de l'Atlantique Nord, un processus qui a commencé il y a environ 55 millions d'années durant l'Éocène. Lorsque la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine ont commencé à se séparer, le matériau magmatique est remonté le long de la dorsale médio-atlantique et a créé un nouveau plancher océanique. La mer du Groenland s'est formée à la suite de cette expansion et, encore aujourd'hui, la dorsale Jan Mayen, qui traverse sa zone orientale, constitue une limite active entre plaques tectoniques. Cette dorsale génère une activité sismique modérée et, à son extrémité nord, se connecte à la dorsale Knipovich, qui elle-même est reliée au système de dorsale de l'Arctique. Le fond marin n'est pas plat. Il est dominé par le bassin du Groenland à l'ouest et par une série de reliefs et de chaînes sous-marines qui le séparent des bassins adjacents. Le seuil Groenland-Écosse, au sud, agit comme une barrière physique qui limite l'échange d'eau entre la mer du Groenland et l'Atlantique Nord proprement dit. Cette barrière possède une importance océanographique immense. Elle empêche les eaux plus denses et plus froides du fond de la mer du Groenland de s'écouler librement vers le sud, ce qui a des conséquences sur la circulation globale de l'océan. L'un des phénomènes géologiques les plus importants de la mer du Groenland est la présence de sédiments glaciaires sur son fond. Durant le dernier maximum glaciaire, il y a environ 20 000 ans, les glaciers groenlandais ont avancé jusqu'à la marge continentale et ont déposé de grandes quantités de matériaux détritiques sur les pentes et au fond du bassin. Ces sédiments incluent du till glaciaire, des matériaux transportés par les icebergs et des turbidites générés par des courants de turbidité qui balayaient le talus continental. L'analyse de ces sédiments constitue l'une des principales sources d'informations sur les cycles climatiques du passé. L'activité volcanique a également laissé son empreinte. L'île de Jan Mayen, qui marque la limite orientale de la mer, est dominée par le volcan Berenberg, le volcan actif le plus septentrional du monde, culminant à 2277 mètres d'altitude. Sa dernière éruption enregistrée a eu lieu en 1985 et l'île est considérée comme géologiquement jeune.
Les sédiments volcaniques provenant de Jean Mayen et d'autres sources se mélangent aux sédiments glaciaires au fond de la mer, créant une stratigraphie complexe que les géologues marins ont étudiée grâce à l'analyse de carottes de sédiments extraites au cours de décennies d'expéditions scientifiques. La glace est le premier ennemi visible de tout navire qui tente de traverser la mer du Groenland. Mais la glace arctique n'est ni une masse monolithique ni statique. C'est un système dynamique, changeant, avec différentes catégories qui présentent des risques très différents et qui exigent du navigateur une connaissance spécialisée allant bien au-delà de la simple prudence. La glace de la mer du Groenland arrive principalement par deux voies. La première est la formation locale. Lorsque la température de l'air descend suffisamment en automne et en hiver, la surface de la mer commence à geler, formant d'abord du fragile ice, qui correspond à des cristaux de glace en suspension, puis ce qu'on appelle le grease ice, ou glace pâteuse, une couche visqueuse et graisseuse, la nilasse, une couche de glace très fine, élastique et flexible, et enfin la glace en plaques. Cette séquence de formation est bien connue des océanographes, mais sa dynamique locale dans la mer du Groenland est influencée par des facteurs qui la rendent particulièrement imprévisible. La seconde voie est l'exportation de glace pluriannuelle depuis l'Arctique central à travers le courant du Groenland oriental. Ce courant, qui s'écoule vers le sud le long de la côte orientale du Groenland, transporte une glace âgée de plusieurs années, beaucoup plus épaisse, dure et dense que la glace de première année. La glace pluriannuelle peut atteindre des épaisseurs de 3 à 5 mètres, et dans certains cas même davantage. Lorsque cette glace se fragmente en blocs de taille variable, les blocs résultants peuvent constituer des obstacles presque impossibles à contourner pour un navire conventionnel, même pour certains brise-glaces. L'étendue de la glace marine varie énormément entre l'hiver et l'été. À son maximum hivernal, la glace peut couvrir pratiquement toute la surface de la mer, atteignant ses limites les plus méridionales autour de 70 degrés nord, bien que lors d'années de forte variabilité, elle puisse s'étendre beaucoup plus au sud. À son minimum estival, la couverture se réduit drastiquement mais ne disparaît jamais complètement. La zone côtière du Groenland reste couverte même durant les mois les plus chauds, et les icebergs provenant des glaciers groenlandais sont présents toute l'année. Les icebergs méritent une mention particulière. Le Groenland produit environ 40% de tous les icebergs de l'hémisphère nord. Les glaciers qui se jettent dans la mer du Groenland, en particulier le glacier de Kangerlussuaq dans le sud-est de l'île, produisent des icebergs dont les dimensions peuvent dépasser plusieurs kilomètres de longueur. L'iceberg B15, le plus grand iceberg enregistré par des instruments modernes, s'est formé en Antarctique, mais les grands icebergs groenlandais possèdent leur propre dynamique. Un iceberg typique de la mer du Groenland a entre 85 et 90% de sa masse immergée, ce qui signifie que la partie visible à la surface n'est qu'une fraction de l'obstacle réel. La partie immergée peut s'étendre latéralement dans des directions inattendues, peut présenter des protubérances qui entrent en collision avec la coque d'un navire à des profondeurs que le sonar ne détecte pas toujours suffisamment à l'avance. Le comportement thermique des icebergs génère également des dangers spécifiques. À mesure que la glace fond de manière inégale, l'iceberg peut perdre son équilibre et se retourner, générant des vagues pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur dans un rayon de centaines de mètres. Un navire qui s'approche trop près d'un iceberg pour l'observer ou pour mesurer sa taille peut être surpris par un renversement sans aucun signe d'avertissement préalable. Le poids résultant peut altérer radicalement la stabilité du navire. Si la glace s'accumule davantage sur les parties hautes que sur les parties basses, le centre de gravité s'élève et le navire devient instable, enclin à gîter et, dans des conditions extrêmes, à chavirer. Les bateaux de pêche petits et moyens sont les plus vulnérables au givrage. Dans la mer du Groenland et dans les mers arctiques adjacentes, plusieurs navires de pêche ont fait naufrage exclusivement pour cette raison. Les équipages qui parviennent à survivre aux premières heures d'accumulation doivent sortir sur le pont avec des pics et des pelles pour briser la glace manuellement, un travail exténuant et dangereux qui doit être maintenu de manière continue tant que les conditions persistent. Le faire avec des températures de -20 degrés.
Celsius, un vent de 80 km par heure et un pont qui se balance violemment est l'un des travaux les plus durs et les plus dangereux qui existent dans la navigation moderne. La mer du Groenland a coûté des vies et des navires au fil des siècles d'exploration et d'exploitation. Certains naufrages ont laissé leur empreinte dans l'histoire de la navigation arctique. D'autres sont restés comme des expéditions réduites au silence par la glace, dont personne n'est revenu pour raconter ce qui s'était passé. L'expédition du HMS Investigator en 1851 constitue l'un des épisodes les plus dramatiques de l'exploration arctique, bien qu'elle se soit techniquement déroulée dans l'Arctique canadien. Cependant, elle illustre parfaitement le type de destin qui attendait les navires s'aventurant dans les mers polaires sans les connaissances ni l'équipement adéquat. L'Investigator resta piégé dans la glace pendant près de 2 ans avant d'être abandonné par son équipage qui dut marcher sur la glace jusqu'à être secouru. La coque du navire fut localisée en 2010 dans un état de conservation parfait, préservé par les eaux arctiques. Dans la mer du Groenland proprement dite, l'histoire des baleiniers néerlandais des XVIIe et XVIIIe siècles fournit le contexte le plus large des pertes. Entre 1700 et 1800, la flotte baleinière néerlandaise opérant dans ces eaux, appelée la flotte de Smeerenburg en raison de la factorerie qu'il possédait au Svalbard, perdit des dizaines de navires et des centaines d'hommes. Les archives des compagnies baleinières d'Amsterdam et de Rotterdam documentent des centaines d'incidents, navires écrasés par la pression de la glace, navires piégés par la fermeture soudaine de la mer en automne, équipages passant l'hiver sur la terre ferme dans des conditions fatales pour la plupart. L'un des naufrages les plus documentés de la mer du Groenland est celui du navire scientifique allemand Germania, qui faisait partie de la première expédition polaire allemande de 1868 et qui revint à Bremerhaven avec des données océanographiques et météorologiques précieuses, mais après avoir perdu plusieurs membres d'équipage et subi des dommages considérables. L'expédition germano-autrichienne de 1869 à 1870 à bord du SMS Tegethoff se termina avec le navire piégé dans la glace de la mer de Kara et des eaux arctiques orientales pendant 812 jours, avant que l'équipage ne l'abandonne et marche sur la glace jusqu'à atteindre la terre ferme. Bien que le Tegethoff ne naviguât pas strictement dans la mer du Groenland, son histoire est représentative des risques auxquels étaient confrontés tous les navires d'exploration arctique de cette époque. Au XXe siècle, l'exploration et l'exploitation commerciale de la mer du Groenland produisirent de nouvelles tragédies. Le bateau de pêche islandais Phoenix coula en 1952 avec tout son équipage dans des eaux proches de Jan Mayen pendant une tempête. Le navire de recherche norvégien Brandal disparut en 1953 dans la mer du Groenland, et bien que certains débris de l'embarcation aient été retrouvés, les corps des membres d'équipage ne furent jamais récupérés. En 1959, le navire de ravitaillement danois Hans Etoft, qui transportait du courrier et des passagers entre Copenhague et le Groenland lors de son premier voyage, entra en collision avec un iceberg le 30 janvier et coula rapidement au sud du Groenland. Les 95 passagers et membres d'équipage périrent. Seul un canot de sauvetage fut récupéré, vide. Le Hans Etoft était considéré comme pratiquement insubmersible. Il avait été construit avec une double coque et une résistance spéciale à la glace. Cependant, l'impact avec l'iceberg fut suffisant pour l'ouvrir en quelques heures. Le naufrage du Hans Etoft devint le plus meurtrier de l'histoire maritime danoise de l'après-guerre et provoqua une révision des protocoles de construction et de navigation sur les routes arctiques. L'enquête ultérieure révéla que le navire avait sous-estimé la taille de l'iceberg détecté par radar. La partie visible à la surface était relativement petite. Les courants de la mer du Groenland sont tout aussi complexes. Le courant du Groenland oriental, déjà mentionné comme transporteur de glace, s'écoule vers le sud à des vitesses pouvant dépasser 0,5 mètres par seconde en surface, mais avec des variations considérables en profondeur et selon la saison. Ce courant transporte de l'eau à faible salinité provenant de l'Arctique, ce qui la rend moins dense que l'eau atlantique plus salée qui s'écoule vers le nord à l'est. L'interaction entre ces deux masses d'eau génère des fronts océanographiques, des tourbillons de méso-échelle et des remontées locales qui compliquent la navigation et qui ont des conséquences importantes pour la biologie marine. À l'extrémité sud de la mer du Groenland, près du détroit du Danemark,
entre le Groenland et l'Islande, se produit l'un des phénomènes océanographiques les plus importants de l'Atlantique Nord, le débordement d'eau froide et dense qui alimente le courant profond de l'Atlantique Nord. Ce débordement constitue l'une des forces motrices de la circulation thermohaline globale, le système de courant océanique qui régule le climat d'une grande partie de la planète. L'eau de la mer du Groenland, refroidie et densifiée en hiver, descend vers le fond et s'écoule vers le sud, où elle s'intègre à la circulation abyssale de l'Atlantique. Ce processus, connu sous le nom de formation d'eau profonde, fait de la mer du Groenland l'un des rares endroits du monde où l'océan respire, échangeant l'eau de surface avec l'abîme. Si la géographie et l'océanographie de la mer du Groenland sont inhospitalières, sa climatologie est directement extrême. Les conditions météorologiques qui se développent au-dessus de cette mer n'ont pas d'équivalent à des latitudes similaires dans l'hémisphère sud, car il n'existe là-bas aucune masse continentale capable de générer les gradients thermiques et de pression que produit le Groenland avec sa calotte glaciaire de 1,7 million de kilomètres carrés. La calotte glaciaire groenlandaise agit comme un générateur permanent d'air froid et dense. En hiver, les températures sur la glace peuvent descendre en dessous de -50 degrés Celsius à l'intérieur, et l'air ainsi refroidi descend les pentes de la calotte sous forme de vents katabatiques qui atteignent le littoral avec des vitesses pouvant dépasser 200 km/h dans les cas extrêmes. Ces vents locaux, connus au Groenland sous le nom de pitterak, sont capables d'arracher des structures ancrées au sol et de renverser des véhicules. Lorsqu'ils atteignent la mer du Groenland, ils génèrent des états de mer avec des vagues pouvant dépasser 10 mètres en quelques heures, à partir de conditions qui, quelques heures auparavant, étaient relativement gérables. Mais les pitteraks ne sont qu'un des systèmes météorologiques dangereux de la mer du Groenland. Les cyclones polaires qui se développent au-dessus de la mer possèdent des caractéristiques propres qui les distinguent des dépressions des moyennes latitudes. Les cyclones arctiques peuvent s'intensifier beaucoup plus rapidement que leurs équivalents subtropicaux, dans un processus que les météorologues appellent explosion cyclogénétique ou bombe météorologique. Une chute de pression de 24 hectopascales en 24 heures suffit pour classer un système comme bombe météorologique selon les critères standards. Au-dessus de la mer du Groenland, des chutes allant jusqu'à 40 hectopascales durant cette même période ont été enregistrées. La visibilité constitue un autre problème récurrent. Les brouillards de la mer du Groenland sont si denses et persistants qu'ils ont impressionné tous les explorateurs qui les ont documentés. Ils se forment principalement lorsque l'air relativement humide et tempéré provenant de l'Atlantique entre en contact avec la surface glacée de la mer, se refroidissant jusqu'à atteindre le point de rosée. La visibilité peut tomber à 0 mètre en quelques minutes et rester ainsi pendant des jours entiers. Au XIXe siècle, et durant les premières décennies du XXe siècle, avant le radar, naviguer dans ces conditions équivalait à le faire complètement à l'aveugle, en se fiant uniquement à la sonde à main, à la boussole et à l'horloge. L'accumulation de glace sur les structures du navire constitue un danger qui mérite une explication détaillée, car il s'agit de l'un des mécanismes de naufrage les moins connus en dehors des cercles nautiques spécialisés. Lorsque la température de l'air est inférieure à 0 degré Celsius et que le navire navigue à une certaine vitesse, les gouttelettes d'eau de mer qui éclaboussent la coque, les mâts, les ponts et le gréement gèlent immédiatement au contact des surfaces métalliques. Cette accumulation, appelée icing ou givrage, peut progresser à des rythmes de plusieurs centimètres par heure dans des conditions sévères. Mais la masse immergée avait des proportions que la conception de la coque ne pouvait absorber sans subir de graves dommages structurels. Le cas du Beitshimo, bien qu'il n'ait pas coulé dans la mer du Groenland, est un autre des épisodes mythiques de la navigation arctique qui illustre la nature imprévisible de la glace polaire. Ce cargo de la Hudson's Bay Company resta piégé dans la glace de l'Arctique canadien en 1931. L'équipage l'abandonna en le considérant perdu, mais le navire ne coula jamais. Il fut aperçu pour la dernière fois en 1969, dérivant dans l'Arctique pendant 38 ans. Son emplacement final est inconnu. La pression de la glace est l'un des mécanismes de destruction navale les plus spécifiques des mers polaires et l'un des moins intuitifs pour ceux qui n'ont pas eu d'expérience directe avec elle. Lorsque deux masses de glace se déplacent dans des directions convergentes, poussées par le vent ou les courants,
Tout objet solide pris entre elles subit une compression pouvant atteindre plusieurs méganewtons par mètre linéaire. Une coque en acier conventionnel, conçue pour résister à la pression hydrostatique de l'eau et aux impacts de la houle, peut littéralement être écrasée en quelques minutes dans ces conditions. Le son produit par la glace, lorsqu'elle comprime un navire, a été décrit par les survivants comme l'un des plus terrifiants qui existent. Une combinaison de craquements métalliques, de gémissements de la structure et d'explosions soudaines de pression semblant provenir simultanément de toutes les directions. Nansen décrivit ces sons dans son journal à bord du Fram pendant l'expédition de 1893 à 1896, lorsque le navire fut conçu spécifiquement pour résister à la pression de la glace grâce à une coque de forme arrondie qui tendait à être poussée vers le haut plutôt qu'à être écrasée. Le Fram est peut-être l'exemple le plus réussi d'ingénierie navale adaptée aux conditions de la mer du Groenland et de l'Arctique. La conception du Fram représenta un changement de paradigme dans la construction des navires polaires. Au lieu de renforcer la coque afin qu'elle résiste à la pression par rigidité, l'ingénieur norvégien Colin Archer lui donna une forme en V dans la section transversale, de sorte que lorsque la glace comprimait les flancs, la coque était poussée vers le haut, montant sur la glace et évitant ainsi l'écrasement. Ce principe, qui semble simple en théorie, nécessita des calculs précis et un bois de construction d'une qualité exceptionnelle. Le Fram fut construit principalement en chêne d'Écosse, avec des renforts en teck et en pin. Ces membrures avaient une densité de placement bien supérieure à celle des navires conventionnels et la quille était conçue pour absorber les efforts asymétriques produits par la pression latérale de la glace. Le Fram survécut à 3 expéditions polaires, celle de Nansen dans l'Arctique entre 1893 et 1896, celle de Sverdrup dans l'Arctique canadien entre 1898 et 1902 et celle d'Amundsen en Antarctique entre 1910 et 1912. Dans les 3 cas, il opéra dans des conditions qui auraient détruit tout autre navire de son époque. C'est aujourd'hui le navire historique le mieux conservé de Norvège et il peut être visité au musée du Fram à Oslo. Pour comprendre pourquoi la mer du Groenland est bien plus qu'un obstacle à la navigation, il est nécessaire de comprendre son rôle dans la régulation du climat mondial. Cette mer est l'un des rares endroits du monde où se produit la formation d'eau profonde à grande échelle, un processus qui constitue l'une des principales sources d'énergie cinétique de la circulation thermohaline océanique. La circulation thermohaline, parfois appelée tapis roulant océanique, est un système de courant qui parcourt tous les océans du monde, entraîné par des différences de densité de l'eau qui dépendent à leur tour de la température et de la salinité. L'eau plus froide et plus salée est plus dense et tend à s'enfoncer. L'eau plus chaude et moins salée est moins dense et tend à remonter. Dans l'Atlantique Nord, le Gulf Stream transporte de l'eau chaude et salée des Caraïbes vers le nord. En arrivant dans la mer de Norvège et la mer du Groenland, cette eau cède sa chaleur à l'atmosphère, se refroidit, devient plus dense et commence à s'enfoncer. Une fois au fond, elle s'écoule vers le sud sous forme d'eau profonde de l'Atlantique Nord ou NADW selon son acronyme anglais, parcourant le fond de l'Atlantique jusqu'à l'Atlantique Sud et au-delà. Ce processus a une importance climatique énorme. Le transfert de chaleur de l'eau de l'Atlantique vers l'atmosphère au-dessus de la mer du Groenland est l'une des principales raisons pour lesquelles l'Europe occidentale possède un climat significativement plus tempéré que les latitudes équivalentes du côté américain de l'Atlantique. Sans cette circulation, les températures hivernales dans des villes comme Londres, Oslo ou Paris seraient de 5 à 10 degrés plus basses qu'actuellement. La mer du Groenland est l'un des 3 principaux sites de formation d'eau profonde dans l'Atlantique Nord, avec la mer du Labrador et la mer de Norvège. Dans chacun de ces sites, le processus d'enfoncement massif des eaux de surface se produit principalement en hiver, lorsque le refroidissement est le plus intense et que la densité des eaux de surface atteint son maximum. L'eau, qui s'enfonce dans la mer du Groenland, met entre des centaines et des milliers d'années à remonter à la surface dans d'autres parties de l'océan. Les observations océanographiques des dernières décennies ont révélé des changements préoccupants dans l'intensité de la formation d'eau profonde dans la mer du Groenland. Entre les années 1970 et 1990,
Plusieurs études ont documenté un affaiblissement significatif de l'enfoncement convectif, possiblement lié à l'apport d'eau douce provenant de la fonte du Groenland et de l'Arctique. L'eau douce est moins dense que l'eau salée, et si elle arrive en quantité suffisante à la surface de la mer du Groenland, elle peut former une couche d'eau légère qui inhibe l'enfoncement et interrompt la circulation. Dans les années 1990, les données indiquaient que la convection profonde dans la mer du Groenland avait pratiquement cessé par rapport aux décennies précédentes. Cette découverte a suscité l'alarme parmi les climatologues, car une interruption durable de la circulation thermohaline aurait des conséquences climatiques sévères pour l'Europe et pour le bilan énergétique global de la planète. Les projections des modèles climatiques varient quant à l'ampleur et à la vitesse de ces changements, mais aucun modèle n'exclut la possibilité d'une réorganisation significative de la circulation océanique si le réchauffement climatique se poursuit aux rythmes actuels. Mais malgré ces conditions extrêmes, ou précisément grâce à elles, la mer du Groenland abrite une communauté biologique d'une productivité et d'une diversité remarquables. Le paradoxe des mers polaires est que, bien qu'elles soient inhospitalières pour les humains, elles sont extraordinairement riches en vie. Le froid, la lumière arctique et les remontées de nutriments créent des conditions pouvant rivaliser avec les zones les plus productives de l'océan mondial. La productivité primaire de la mer du Groenland est dominée par la floraison du phytoplancton au printemps. Lorsque la glace commence à se retirer en mars et avril, la lumière solaire atteint la surface de l'eau pendant un nombre d'heures qui augmente rapidement vers le solstice de juin. L'eau sous la glace est riche en nutriments, notamment en nitrates, silicates et phosphates, car durant l'hiver, il n'y a pas eu d'activité photosynthétique pour les consommer. La combinaison de lumière et de nutriments déclenche une floraison explosive de microalgues qui peut teinter la mer de vert en quelques jours. Ce bloom printanier constitue la base de toute la chaîne trophique de l'écosystème polaire. Les espèces dominantes de phytoplancton dans la mer du Groenland comprennent des diatomées des genres Thalassiosira et Chetoceros, ainsi que des aptophytes comme Phaeocystis pouchetii, qui forment des colonies gélatineuses pouvant devenir si abondantes qu'elles modifient la viscosité de l'eau de surface. Ces algues sont extraordinairement efficaces dans la capture du carbone à travers la photosynthèse, et lorsqu'elles meurent et coulent, elles transportent ce carbone vers le fond de la mer, contribuant à la pompe biologique à carbone qui extrait le CO2 de l'atmosphère et le stocke dans l'océan profond. Le zooplancton de la mer du Groenland est dominé par le copépode Calanus hyperborus, l'un des organismes les plus importants de l'écosystème polaire de l'Atlantique Nord. Ce petit crustacé, qui atteint à peine 1 centimètre de longueur, accumule d'énormes réserves de lipides dans son corps durant les mois d'été, lorsque le phytoplancton est abondant. En automne, il descend à plusieurs centaines de mètres de profondeur et entre en diapause, un état de latence métabolique similaire à l'hibernation qui dure tout l'hiver. Au printemps, il remonte et se reproduit en coïncidant avec le bloom de phytoplancton. Sa biomasse dans la mer du Groenland est si élevée qu'elle représente une ressource énergétique fondamentale pour les niveaux supérieurs de la chaîne trophique, poissons, oiseaux marins, baleines. Le krill arctique, Meganictifans norvegica et Tisanoessa espèces, complètent le tableau du zooplancton de taille moyenne. Ces espèces forment des bancs denses qui constituent la proie principale du capelan, un petit poisson pélagique qui est à son tour l'aliment principal des baleines, des phoques et des oiseaux marins. Le capelan est l'espèce clé de l'écosystème pélagique de la mer du Groenland. Son abondance détermine l'état nutritionnel de pratiquement tous les prédateurs supérieurs de la mer. Parmi les poissons d'importance écologique et commerciale, la morue arctique occupe une place centrale. Cette espèce, adaptée à vivre à des températures que d'autres poissons ne tolèrent pas, a sa principale aire de répartition dans les eaux marginales de la glace, où elle se nourrit de zooplancton et sert de nourriture aux phoques et aux ours polaires. La morue arctique est le lien entre l'écosystème de la glace marine et les prédateurs apicaux du système. Sa structure sanguine contient des protéines antigels qui empêchent la formation de cristaux de glace dans ses tissus à des températures allant jusqu'à moins 1,9 degrés Celsius, une adaptation biochimique qui a fasciné les chercheurs en raison de ses potentielles applications médicales et industrielles. Les baleines qui visitent la mer du Groenland comprennent certaines des espèces les plus grandes et les plus menacées de la planète. La baleine boréale
est la seule espèce de mysticète qui passe tout son cycle de vie dans les eaux arctiques. Elle peut dépasser 18 mètres de longueur et vivre plus de 200 ans, ce qui en fait l'animal à la plus grande longévité connue parmi les vertébrés. Son épaisse couche de graisse, pouvant atteindre 50 cm d'épaisseur, lui permet de survivre dans des eaux dont la température est proche de 0 degré Celsius. Pendant des siècles, elle a été intensivement chassée par les flottes baleinières néerlandaises, anglaises, danoises et norvégiennes qui opéraient dans la mer du Groenland, ce qui l'a menée au bord de l'extinction. La population actuelle s'est partiellement rétablie grâce à l'interdiction de la chasse commerciale, mais elle reste vulnérable. La baleine bleue, le plus grand animal ayant existé sur Terre, visite la mer du Groenland en été, attirée par l'extraordinaire abondance de krill qui se concentre dans la zone marginale de la glace. Un seul individu adulte peut consommer jusqu'à 4 tonnes de krill par jour durant les mois de l'été arctique, accumulant les réserves de graisse qui lui permettront de survivre durant les mois d'hiver dans les eaux tropicales où elles se reproduisent. La route migratoire de ces baleines, qui parcourt des milliers de kilomètres dans chaque direction, passe par la mer du Groenland comme l'un de ses points d'alimentation les plus importants. L'orque est présente dans la mer du Groenland en tant que prédateur apical du système. Les écotypes présents dans ces eaux sont principalement ceux connus comme les orques de type 1 ou de type 2 de l'Atlantique Nord, avec des différences dans le régime alimentaire et le comportement social. Certaines populations sont spécialisées dans la chasse aux baleines, en particulier aux rorquals communs et aux baleines à bosse. La stratégie de chasse des orques dans la mer du Groenland a été documentée à l'aide de balises satellites et de drones dans des études récentes, révélant des comportements coopératifs sophistiqués comprenant la coordination d'attaques depuis différentes directions afin d'empêcher la fuite de la proie. Les phoques de la mer du Groenland comprennent le phoque du Groenland et le phoque annelé, ce dernier étant le plus abondant dans les zones de glace. Le phoque annelé est la proie principale de l'ours polaire qui dépend de la glace marine comme plateforme de chasse. L'ours polaire est techniquement un mammifère marin car il passe la majeure partie de sa vie sur la glace ou dans l'eau. La mer du Groenland, avec son vaste habitat glacé, est l'un des écosystèmes les plus importants pour la survie de cette espèce, qui fait actuellement face au plus grand défi de son histoire évolutive sous la forme d'une perte accélérée de son habitat. Les oiseaux marins de la mer du Groenland constituent l'un des groupes de faune les plus spectaculaires de l'hémisphère nord. Le macareux niche en grandes colonies sur les falaises de Jan Mayen et du Svalbard et se nourrit de capelans et de petits crustacés durant l'été arctique. Le fou de Bassan et le fulmar parcourent les eaux libres à la recherche de poissons. Le grand pingouin, une espèce non apparentée aux manchots mais fonctionnellement analogue à eux, a habité ces côtes jusqu'à ce que la pression de la chasse le conduise à l'extinction au XIXe siècle. Le dernier spécimen connu a été capturé à Elde, en Islande, en 1844. Malgré son hostilité, la mer du Groenland a été le théâtre de certaines des expéditions scientifiques les plus importantes de l'histoire de l'océanographie et de la glaciologie. Les connaissances accumulées sur cette mer au cours des 2 derniers siècles constituent l'un des corpus scientifiques les plus solides et les plus pertinents pour la compréhension du système climatique global. La première grande expédition scientifique systématique dans la mer du Groenland fut la 2e expédition polaire allemande de 1869 à 1870 à bord du SS Germania et du SS Hansa. Le Hansa resta piégé dans la glace et fut écrasé, mais son équipage survécut pendant des mois sur un bloc de glace dérivant avant d'atteindre la côte du Groenland à bord de canots de sauvetage. Le Germania, en revanche, acheva sa mission et revint avec des données océanographiques, météorologiques et biologiques, qui constituèrent la base des connaissances européennes sur la mer du Groenland pendant des décennies. L'expédition norvégienne du Fram, dirigée par Fridtjof Nansen, entre 1893 et 1896, bien qu'elle ait eu son principal théâtre d'opération dans l'Arctique central, commença précisément dans la mer du Groenland. Le Fram se dirigea vers le nord depuis le détroit de Fram, entre le Groenland et le Svalbard, avant d'être intentionnellement piégé dans la glace afin de dériver avec le courant transpolaire. Durant cette expédition, Nansen et Hjalmar Johansen abandonnèrent le navire pour tenter d'atteindre le pôle Nord à pied, atteignant une latitude de 86 degrés 14 minutes nord,
le record le plus septentrional atteint jusque-là. En revenant vers le sud, ils traversèrent la mer du Groenland en kayak et furent recueillis par l'expédition Jackson-Harmsworth en terre François-Joseph. Au XXe siècle, la mer du Groenland devint un objet d'étude pour les principales agences océanographiques du monde. Le programme Greenland Sea Project, développé entre les années 1988 et 1993 avec la participation d'institutions d'Allemagne, de Norvège, des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres pays, fut l'un des premiers efforts coordonnés pour comprendre la convection profonde et la formation d'eau profonde dans la mer du Groenland. Les résultats de ce programme révélèrent que la convection avait considérablement diminué par rapport aux décennies précédentes, ce qui alerta la communauté scientifique sur d'éventuels changements dans la circulation thermohaline. Les expéditions avec des brise-glaces scientifiques, en particulier ceux du programme Polarstern de l'Alfred Wegener Institut d'Allemagne et ceux du programme SHEBA, sigle signifiant Bilan thermique superficiel de l'océan Arctique, mené par les États-Unis, ont permis de réaliser des observations systématiques durant toutes les saisons de l'année, y compris l'hiver arctique, qui jusque-là était pratiquement inaccessible à la recherche scientifique directe. Ces observations ont révélé la variabilité interannuelle et interdécennale de la couverture de glace, les changements de température et de salinité de l'eau, ainsi que les réponses de l'écosystème biologique aux variations climatiques. Les échantillons de sédiments extraits du fond de la mer du Groenland ont fourni des informations sur les changements climatiques du passé, avec une résolution temporelle de décennies ou de siècles. L'analyse des isotopes de l'oxygène dans les coquilles de foraminifères fossilisés, des marqueurs organiques de température de l'eau et des icebergs raftés de débris, a permis de reconstruire l'histoire climatique de la mer du Groenland au cours du dernier million d'années. Cette histoire comprend les grands cycles glaciaires interglaciaires de Milankovitch, mais aussi des événements climatiques abrupts comme les événements Heinrich, au cours desquels d'énormes décharges d'icebergs provenant des glaciers de l'hémisphère nord ont inondé l'Atlantique Nord d'eau douce et altéré drastiquement la circulation océanique sur des périodes de temps de quelques décennies. La mer du Groenland possède une histoire d'exploitation commerciale qui commença au XVIIe siècle et qui modifia de manière irréversible ses écosystèmes. L'industrie baleinière, qui opéra dans ces eaux pendant presque 3 siècles, fut l'une des entreprises commerciales les plus lucratives de l'histoire moderne précoce et également l'une des plus destructrices du point de vue écologique. Les premiers chasseurs de baleines européens à arriver dans la mer du Groenland furent les Basques, au début du XVIIe siècle. Ils furent bientôt suivis par les Néerlandais qui établirent une factorerie permanente à Smeerenburg, sur l'île de Spitsberg, en 1619. Durant ses meilleures années, au XVIIe siècle, Smeerenburg en vint à abriter jusqu'à 200 travailleurs pendant l'été arctique, avec des fours de fonte de graisse de baleine, des entrepôts et des baraquements. De là étaient coordonnées les flottes baleinières qui opéraient dans la mer du Groenland, parfois avec plus de 200 navires simultanément dans les eaux de la mer. L'espèce cible principale était la baleine boréale, qui était chassée pour son huile, utilisée comme combustible pour l'éclairage et comme lubrifiant industriel, ainsi que pour ses fanons, employés dans la fabrication de corsets, de baleines de parapluie et d'autres articles d'usage quotidien. Une seule baleine adulte pouvait produire jusqu'à 25 tonnes d'huile, ce qui en faisait l'équivalent biologique d'un puits de pétrole pour l'économie de l'époque. La pression de la chasse fut si intense que les populations de baleines boréales autour du Svalbard et dans la mer du Groenland oriental avaient été pratiquement éliminées dès la fin du XVIIe siècle. Les baleiniers néerlandais durent étendre progressivement leur zone d'opération vers l'ouest, vers les eaux du Groenland danois et vers le nord, en suivant les baleines qui se retiraient vers des eaux moins accessibles. Ce processus d'épuisement progressif des populations de baleines fut l'un des premiers exemples documentés de surexploitation d'une ressource marine à l'échelle industrielle. Au XIXe siècle, lorsque les populations de baleines boréales avaient été décimées, les baleiniers orientèrent leur activité vers d'autres espèces. La baleine franche de l'Atlantique Nord dans l'Atlantique Nord, le cachalot dans les océans tempérés et tropicaux, et la baleine à bosse dans presque toutes les régions de l'océan mondial. Mais la mer du Groenland continua d'être une zone de chasse active pour le phoque du Groenland, et dans une moindre mesure pour les ours polaires et les morses.
La chasse aux phoques dans la mer du Groenland atteignit son apogée au XVIIIe et XIXe siècle. Les phoques du Groenland se rassemblent par milliers sur la glace de la mer du Groenland pour mettre base en février et mars. Les chasseurs arrivaient sur des voiliers, puis plus tard, sur des navires à vapeur, et tuaient les petits, dont la fourrure blanche avait une grande valeur commerciale durant les premières semaines de leur vie, lorsqu'ils ne pouvaient pas encore fuir. Les massacres massifs qui se produisaient sur la glace étaient d'une férocité difficile à imaginer. Lors des bonnes années, des dizaines de milliers de petits étaient sacrifiés en quelques semaines. Jan Mayen est l'une des îles les plus reculées et les plus inhospitalières du monde, et son existence au centre géographique de la mer du Groenland en fait un point de référence inévitable pour toute discussion concernant cette mer. Située à 71 degrés nord, à 600 km à l'est du Groenland et à 1000 km au nord de l'Islande, l'île mesure 55 km de longueur et est dominée à son extrémité nord par le Berenberg, le stratovolcan le plus septentrional de la planète. Le Berenberg culmine à 2277 mètres et son sommet est recouvert d'une calotte glaciaire. Son nom vient du néerlandais et signifie littéralement « montagne de l'ours ». L'île fut découverte ou redécouverte par le navigateur anglais Henry Hudson en 1607 lors de l'une de ses tentatives pour trouver le passage du Nord-Est, bien que les pêcheurs basques et les baleiniers néerlandais la connaissaient probablement déjà auparavant. Son nom actuel provient de l'explorateur néerlandais Jan Jacobson May qui la visita en 1614. Jan Mayen appartient à la Norvège depuis 1929, bien qu'elle ait été revendiquée pendant des siècles par plusieurs puissances européennes. Son seul usage pratique actuel est celui de stations météorologiques, de radionavigation et de communication militaire de l'OTAN. La petite garnison norvégienne qui habite l'île, composée de 18 à 35 personnes selon la saison, vit dans des conditions d'isolement extrêmes. Les vols de ravitaillement ne sont possibles que lorsque le climat le permet, et la mer environnante est fréquemment couverte de glace ou battue par des tempêtes qui rendent impossible l'accès maritime. Le volcan Berenberg est entré en éruption à plusieurs reprises au cours de la période historique, en 1732, en 1818, en 1851, en 1970 et en 1985. L'éruption de 1970 fut particulièrement spectaculaire, avec des coulées de lave qui atteignirent la mer par le flanc nord-est du volcan et augmentèrent légèrement l'étendue de l'île. L'éruption de 1985, bien que moins intense, fut enregistrée à l'aide d'instruments modernes et fournit des données précieuses sur la structure interne du volcan et sur son système magmatique, qui est connecté à la dorsale Jan Mayen, traversant la mer du Groenland. La combinaison de l'activité volcanique, du climat extrême et de l'isolement géographique fait de Jan Mayen l'un des environnements les plus difficiles à gérer de tout l'Arctique. Ces côtes ne possèdent pas de port naturel protégé et les navires qui tentent de s'en approcher doivent choisir entre des mouillages partiellement abrités qui, en cas de changement de vent, peuvent se transformer en pièges dont il est impossible de sortir. Les courants locaux, influencés par la topographie sous-marine de la dorsale Jan Mayen, sont imprévisibles et peuvent atteindre des vitesses qui surprennent même des navigateurs expérimentés. Le détroit du Danemark, le passage d'environ 300 km de largeur qui sépare le sud-est du Groenland de l'Islande, constitue la limite sud de la mer du Groenland et l'un des points stratégiques les plus importants de tous les océans du monde. Son importance est déterminée par la confluence de facteurs géographiques, océanographiques et stratégiques qui le rendent unique. Du point de vue océanographique, le détroit du Danemark est l'endroit où le débordement des eaux denses de la mer du Groenland vers l'Atlantique Nord est le plus intense. Le flux d'eau froide et dense à travers ce passage, connu sous le nom de Denmark Strait Overflow Water, entraîne environ 3 millions de mètres cubes d'eau par seconde, ce qui équivaut à plus de 20 fois le débit combiné de tous les fleuves du monde. Cette eau, en descendant le talus continental au sud du détroit, se mélange à l'eau atlantique plus chaude et forme l'eau profonde de l'Atlantique Nord qui parcourt le fond de l'océan vers le sud. Le détroit du Danemark fut une zone de combat naval au XXe siècle. Le 24 mai 1941,
Le croiseur de bataille allemand Bismarck et le croiseur lourd Prince Eugen, qui tentait d'atteindre l'Atlantique Nord afin d'attaquer le trafic marchand allié, furent interceptés par le croiseur de bataille HMS Hood et le cuirassé HMS Prince of Wales, précisément dans le détroit du Danemark. Lors du combat qui suivit, le Hood fut touché par le feu du Bismarck et coula en moins de 3 minutes avec 1418 hommes à bord. Seuls 3 marins survécurent. Ce fut la plus grande catastrophe navale de l'histoire de la Royal Navy et l'une des pertes les plus bouleversantes du front atlantique de la Seconde Guerre mondiale. Le naufrage du Hood démontra la vulnérabilité des croiseurs de bataille qui avaient été conçus comme une combinaison de vitesse et de puissance de feu, sacrifiant le blindage. Un obus du Bismarck pénétra le pont du Hood et atteignit la soute principale à munitions, provoquant une explosion catastrophique qui brisa le navire en deux. Le HMS Hood repose aujourd'hui au fond du détroit du Danemark, à environ 1500 mètres de profondeur, où il fut localisé par des expéditions d'exploration sous-marine en 2001 et 2012. Les eaux du détroit du Danemark furent également le théâtre d'une bataille silencieuse mais tout aussi importante, celle qui se déroula pendant la Seconde Guerre mondiale entre les sous-marins allemands et les convois alliés qui tentaient de passer de l'Atlantique Nord vers la mer de Barents afin de ravitailler l'Union soviétique. Cette route, connue sous le nom de route arctique ou route des convois arctiques, passait au nord de l'Islande et longeait la mer du Groenland avant de bifurquer vers l'est en direction de Mourmansk et Arkhangelsk. Les attaques des sous-marins allemands U-boot et de l'aviation allemande contre ces convois causèrent des pertes dévastatrices, en particulier dans le convoi PQ-17, qui fut dispersé en juillet 1942 et perdit 24 de ses 35 navires. La mer du Groenland change à une vitesse sans précédent dans le registre historique ni dans une grande partie du registre paléoclimatique. La combinaison du réchauffement climatique, du recul de la glace de mer arctique et de la fonte accélérée de la calotte glaciaire du Groenland modifie les conditions physiques, chimiques et biologiques de cette mer, d'une manière que les scientifiques documentent en temps réel. L'étendue de la glace de mer dans la mer du Groenland a diminué de manière statistiquement significative au cours des 4 dernières décennies. Les données de télédétection satellitaire, disponibles depuis 1979, montrent une tendance à la réduction de la couverture de glace hivernale cohérente avec le réchauffement régional observé dans l'Arctique, où les températures ont augmenté 2 à 3 fois plus rapidement que la moyenne mondiale. L'été arctique de 2012 enregistra le minimum historique de glace de mer dans l'Arctique et plusieurs années ultérieures figurèrent également parmi celles ayant la plus faible couverture de glace du registre. La fonte de la calotte glaciaire du Groenland apporte à la mer du Groenland un volume croissant d'eau douce. Cet apport a 2 effets principaux. Premièrement, il dilue la salinité des eaux superficielles de la mer, réduisant leur densité et rendant plus difficile le processus d'enfoncement convectif qui alimente la circulation thermohaline. Deuxièmement, il élève le niveau de la mer. Le Groenland contient suffisamment de glace pour élever le niveau global des mers d'environ 7 mètres si elles fondaient complètement. Le taux de perte de masse de la calotte groenlandaise a augmenté de manière notable depuis les années 1990. Des estimations basées sur des données de gravimétrie satellitaire et d'altimétrie indiquent que le Groenland a perdu environ 280 gigatonnes de glace par an durant la première décennie du XXIe siècle, et ce chiffre continue d'augmenter. L'acidification des océans constitue un autre facteur de stress pour l'écosystème de la mer du Groenland. Les océans absorbent environ 30% du CO2 que les êtres humains émettent dans l'atmosphère. Lorsque le CO2 se dissout dans l'eau de mer, il forme de l'acide carbonique qui abaisse le pH de l'eau. Les mers froides absorbent davantage de CO2 que les mers chaudes, ce qui fait de la mer du Groenland et des mers arctiques en général les plus exposées à l'acidification. La réduction du pH affecte négativement tous les organismes qui construisent des structures en carbonate de calcium, mollusques, échinodermes, coraux d'eau froide et de nombreuses espèces de zooplancton. Certains modèles prédisent que les eaux arctiques pourraient devenir corrosives pour le carbonate de calcium aragonitique dès les prochaines décennies, ce qui aurait des conséquences en cascade pour l'ensemble du réseau trophique.
les populations de baleines et de phoques de la mer du Groenland sont surveillées avec une attention croissante afin de détecter les effets du changement climatique sur les prédateurs supérieurs du système. Les changements dans la distribution et l'abondance du caplan, espèce clé de la chaîne trophique, influencent la condition corporelle et le succès reproductif des baleines et des phoques. L'ours polaire, qui dépend de la glace de mer pour chasser les phoques, est soumis à une expérience sans précédent à l'époque historique. Une période de fonte si rapide qu'elle dépasse la capacité d'adaptation d'une espèce à longue durée de vie et à faible taux de reproduction. L'avenir de la mer du Groenland est, à bien des égards, l'avenir du système climatique mondial. Si la circulation thermohaline s'affaiblit de manière significative en conséquence de l'apport d'eau douce provenant de la fonte, les conséquences climatiques pour l'Atlantique Nord et pour l'Europe pourraient être sévères et durables. Si l'écosystème pélagique de la mer répond au réchauffement et à l'acidification par une restructuration profonde de ses communautés, la réorganisation conséquente des chaînes trophiques affecterait les pêcheries ainsi que les populations d'oiseaux et de mammifères marins qui en dépendent. Les scientifiques travaillant sur ces questions ne parlent pas de scénarios hypothétiques, mais de processus qui se produisent en ce moment même, en temps réel, dans les eaux les plus froides et les moins visibles de l'Atlantique Nord. La mer du Groenland est également la porte d'entrée vers la route maritime la plus recherchée pendant des siècles. Le passage du Nord-Ouest, la voie maritime à travers l'Arctique canadien reliant l'Atlantique au Pacifique. Ce passage, dont l'existence fut pressentie et recherchée depuis le XVe siècle, ne fut parcouru intégralement qu'entre 1903 et 1906, lorsque l'explorateur norvégien Roald Amundsen le traversa à bord du petit voilier Gjoa lors d'un voyage de 3 ans. La recherche du passage du Nord-Ouest conduisit dans la mer du Groenland certaines des expéditions les plus célèbres et les plus tragiques de l'histoire de l'exploration. L'expédition perdue de Sir John Franklin en 1845 est la plus célèbre de toutes. Franklin quitta l'Angleterre avec 2 navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, et un équipage de 129 hommes. Son objectif était d'achever la cartographie du passage du Nord-Ouest. Aucun des membres d'équipage ne revint. Les navires restèrent piégés dans les glaces de l'Arctique canadien et furent abandonnés, et les hommes périrent en tentant d'atteindre la terre ferme à pied. Les expéditions de secours envoyées à la recherche de Franklin explorèrent systématiquement l'Arctique canadien durant les décennies 1840 et 1850, et bien qu'elles ne trouvèrent aucun survivant, elles produisirent une cartographie arctique d'une immense valeur. L'Erebus fut localisé en 2014 et le Terror en 2016, tous deux au fond du détroit de Victoria, où ils étaient restés pendant 170 ans dans un état de conservation exceptionnel. Les équipes d'archéologie sous-marine qui ont exploré les coques ont récupéré des artefacts, des documents et des restes organiques qui complètent peu à peu l'histoire des derniers jours de l'expédition. La mer du Groenland était le passage obligé pour toutes ces expéditions. Tous les navires qui partaient de la Grande-Bretagne ou de l'Europe nord-occidentale devaient traverser la mer de Norvège et la mer du Groenland pour atteindre le détroit de Davis et commencer la navigation arctique proprement dite. Les conditions de la mer du Groenland donnèrent le ton du reste de l'expédition. Si la traversée avait été difficile, si le navire avait subi des dommages, ou si l'équipage était déjà arrivé épuisé dans l'Arctique canadien, les possibilités de succès diminuaient considérablement. La technologie du XXIe siècle a transformé la navigation dans la mer du Groenland sans éliminer ses dangers fondamentaux. Les systèmes de positionnement par satellite, le radar à haute résolution, les systèmes de communication par satellite et les prévisions météorologiques numériques ont considérablement réduit certains des risques les plus mortels du passé. Un navigateur moderne, ayant accès aux images satellitaires de la couverture de glace, aux cartes de température de surface de la mer et aux prévisions de houle à haute résolution, dispose d'une quantité d'informations qui aurait semblé miraculeuse aux explorateurs du XIXe siècle. Cependant, la technologie a des limites que la mer du Groenland expose avec brutalité. Les modèles de prévision météorologique sont moins fiables dans l'Arctique qu'aux latitudes moyennes, parce que la densité du réseau d'observation est beaucoup plus faible, et parce que la physique des phénomènes atmosphériques arctiques, en particulier les cyclones polaires et les événements d'explosion cyclogénétique, n'est pas encore parfaitement représentée dans les modèles numériques.
Une prévision qui, dans l'Atlantique Nord subtropical, a une fiabilité de 5 jours, peut avoir, dans la mer du Groenland, une fiabilité effective de seulement 24 à 48 heures. Les images satellitaires de la couverture de glace ont une résolution temporelle limitée. Les satellites en orbite polaire passent au-dessus de la même zone 1 ou 2 fois par jour et dans cet intervalle, la distribution de la glace peut changer de manière significative. De plus, la couverture nuageuse, fréquente au-dessus de la mer du Groenland, peut empêcher l'observation optique pendant de longues périodes. Les radars à ouverture synthétique sont capables de pénétrer les nuages et d'obtenir des images de la couverture de glace dans n'importe quelles conditions. Mais leur interprétation exige de l'expérience et ne permet pas toujours de distinguer avec précision différents types de glace ou la glace fixe de la glace dérivante. Les brise-glaces modernes, tant civiles que militaires, ont permis d'étendre la saison de navigation dans la mer du Groenland et d'atteindre des zones auparavant inaccessibles. Le brise-glace nucléaire russe Arktika peut ouvrir des chenaux dans une glace atteignant 3 mètres d'épaisseur à des vitesses de plusieurs nœuds, ce qui aurait semblé littéralement impossible il y a 100 ans. Cependant, même les brise-glaces les plus puissants ont des limites. La glace pluriannuelle fortement comprimée peut dépasser la capacité de n'importe quel navire existant. Et les événements de compression rapide de la glace peuvent piéger même les brise-glaces les plus avancées. Le trafic maritime dans la mer du Groenland a augmenté au cours des dernières décennies, principalement stimulé par l'expansion des activités de recherche scientifique, du tourisme d'aventure et, dans une moindre mesure, du transport de marchandises entre l'Europe et l'Arctique canadien, profitant de la réduction de la glace estivale. Cette augmentation du trafic a suscité de nouvelles préoccupations concernant les risques de pollution en cas de naufrage. Un déversement d'hydrocarbures dans les eaux de la mer du Groenland aurait des conséquences dévastatrices pour l'écosystème, parce que la biodégradation des composés pétroliers est extrêmement lente à basse température, et parce qu'il n'existe pas d'infrastructure de réponse aux urgences dans la majeure partie de la zone. Au-delà de ce que la science a documenté, la mer du Groenland abrite des questions qui n'ont toujours pas de réponse définitive ou qui ont des réponses partielles générant de nouvelles interrogations. L'un des mystères les plus étudiés est la variabilité interdécennale de la formation des eaux profondes. Les données historiques de température et de salinité de la mer du Groenland, qui remontent dans certains cas jusqu'au milieu du XIXe siècle, montrent des oscillations de grande amplitude dans l'intensité de la convection hivernale qui ne sont pas complètement expliquées. Dans les années 1970, le bassin de la mer du Groenland a connu un événement de salinisation anormale connu sous le nom de Grande Anomalie saline, une impulsion d'eau à faible salinité qui a parcouru l'Atlantique Nord subpolaire pendant une décennie et a affecté la convection dans plusieurs bassins arctiques. L'origine exacte de cette impulsion d'eau douce et les mécanismes qui ont déterminé son parcours restent un sujet de débat scientifique. L'histoire de la glace de mer dans la mer du Groenland durant l'Holocène, les 11 700 dernières années depuis la fin de la dernière glaciation, n'est pas non plus complètement reconstituée. Les proxys paléoclimatiques, tels que les marqueurs organiques spécifiques de la glace de mer, montrent que l'étendue de la glace a varié considérablement durant l'Holocène, avec des périodes pendant lesquelles la mer aurait pu être pratiquement libre de glace en été durant l'optimum climatique de l'Holocène, il y a environ 6 000 à 8 000 ans. Quantifier avec précision ces variations et les comparer à celles qui se produisent actuellement est l'un des objectifs prioritaires de la recherche paléoclimatique dans l'Arctique. Les mécanismes qui contrôlent la distribution et l'abondance du krill arctique et du kaplan dans la mer du Groenland sont également imparfaitement compris. Les modèles écosystémiques qui prédisent comment ces populations réagiront au réchauffement et à l'acidification comportent des incertitudes considérables, notamment en ce qui concerne les effets sur la reproduction et le développement larvaire dans des conditions de pH plus faibles. Les observations de terrain suggèrent que certaines zones de répartition du kaplan se déplacent déjà vers le nord en réponse au réchauffement. Mais les conséquences en cascade de ce déplacement pour les prédateurs supérieurs ne sont pas encore bien quantifiées. Il existe également le mystère de plusieurs navires qui ont disparu dans la mer du Groenland sans laisser de traces et dont le destin final n'a jamais été déterminé. Le chalutier britannique Gaulle, qui a disparu dans la mer de Barents en 1974, a finalement été localisé au fond de la mer en 1997,
mais les causes exactes de son naufrage ont suscité des controverses et des spéculations qui ont duré des décennies. Dans la mer du Groenland, où les conditions de recherche sont encore plus difficiles, plusieurs navires de pêche et de ravitaillement disparus au XXe siècle n'ont jamais été retrouvés, et leurs épaves demeurent au fond d'un bassin de plus de 5 km de profondeur, hors de portée de toute technologie d'exploration actuellement disponible. Les courants de turbidité du talus continental du Groenland constituent un autre phénomène peu étudié. On sait que ces courants, qui se forment lorsque des masses instables de sédiments du talus se détachent et s'écoulent le long du fond, peuvent atteindre des vitesses de plusieurs mètres par seconde et détruire des câbles sous-marins de télécommunications sur leur passage. Il existe des preuves géologiques de courants de turbidité de grande ampleur dans le passé de la mer du Groenland, mais la fréquence et l'ampleur des événements actuels ne sont pas bien caractérisés. Le rôle qu'ils pourraient jouer dans l'instabilité de futures infrastructures sous-marines, y compris d'éventuels câbles d'énergie ou de communication associés au développement des ressources arctiques, est une inconnue ayant d'importantes implications pratiques. La mer du Groenland existe aux marges du monde connu, au-delà des routes commerciales, au-delà des itinéraires touristiques, au-delà de la conscience quotidienne de la majeure partie de l'humanité. Ces eaux glaciales conservent des siècles d'histoire d'exploration et d'exploitation, les restes de navires écrasés par la glace, les os de baleines chassés jusqu'au bord de l'extinction et les secrets d'un système climatique qui régule la chaleur de continents entiers. Son fond abyssal contient dans ses sédiments les archives de 5 millions d'années d'histoire climatique. Sa colonne d'eau, de la surface jusqu'à l'abîme, est l'endroit où l'océan respire, où les eaux de surface disparaissent vers les profondeurs et où la chaleur atlantique s'échange avec l'atmosphère dans un équilibre qui détermine le climat de l'Europe. Les navires lévitent parce que la glace, les tempêtes, la profondeur et le froid transforment chaque traversée en un calcul de risque qui n'a de sens que lorsque la nécessité ou la connaissance scientifique le justifie. Mais cet isolement, paradoxalement, est aussi ce qui a préservé son écosystème, ses populations de baleines et de phoques, sa productivité biologique, son rôle dans la circulation globale. La mer du Groenland est hostile aux navires, mais elle est essentielle pour la planète. La mer du Groenland n'est pas seulement un théâtre de science et d'histoire navale, c'est aussi un territoire d'intérêt géopolitique croissant, à mesure que le recul de la glace ouvre progressivement l'accès à des ressources qui, il y a encore quelques décennies, étaient inaccessibles. La combinaison de réserves potentielles d'hydrocarbures, de pêcheries productives et de routes de navigation émergentes a transformé la mer du Groenland et les eaux arctiques adjacentes en un espace de compétition entre des États qui, dans les décennies précédentes, ne se disputaient guère plus que la souveraineté nominale sur des îles inhabitées. Les estimations géologiques suggèrent que le sous-sol marin de l'Arctique, y compris les plateformes continentales entourant la mer du Groenland, pourrait contenir des réserves significatives de pétrole et de gaz naturel. Le Service géologique des États-Unis a publié en 2008 une évaluation estimant que l'Arctique pourrait abriter environ 13% des réserves mondiales non découvertes de pétrole et environ 30% de celles de gaz naturel. Bien que ces estimations soient très incertaines et reposent sur des projections géologiques plutôt que sur une exploration directe, elles ont orienté la politique étrangère et les investissements de plusieurs pays arctiques. Le Groenland, qui bénéficie d'une autonomie au sein du Royaume du Danemark depuis 1979 et d'un autogouvernement depuis 2009, possède des droits sur les ressources du sous-sol de sa plateforme continentale. Le gouvernement de Nuuk a accordé des licences d'exploration d'hydrocarbures sur la plateforme occidentale et orientale de l'île, bien que la majorité des projets de forage aient été reportés ou annulés pour des raisons économiques, environnementales et logistiques. L'accessibilité de la mer du Groenland oriental, qui figure parmi les zones potentiellement les plus riches en ressources, reste limitée par les conditions de glace, ce qui rend l'exploration considérablement plus difficile et coûteuse que sur la plateforme occidentale. La Norvège et la Russie ont leurs propres intérêts dans les eaux arctiques orientales contiguës à la mer du Groenland. La délimitation de la plateforme continentale entre la Norvège et la Russie dans la mer de Barents, qui fut disputée pendant des décennies, a été résolue en 2010 par un traité bilatéral. Cependant, les revendications concernant l'extension des plateformes continentales au-delà des 200 milles nautiques
dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, continue de faire l'objet de présentations et de négociations entre plusieurs États arctiques. La présence militaire dans la mer du Groenland a augmenté ces dernières années, avec des exercices navals de l'OTAN et des patrouilles de la marine russe qui ont intensifié leur activité depuis le milieu des années 2010. L'importance stratégique du GUK Gap, le triangle entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni qui constitue le passage obligé entre la mer de Norvège et l'Atlantique Nord, fut reconnu pendant la guerre froide comme le point critique que l'URSS devrait franchir pour déployer sa flotte de sous-marins dans l'Atlantique. Cette importance stratégique n'a pas disparu, et les systèmes de surveillance sous-marine déployés dans ces eaux restent actifs. Les pêcheries de la mer du Groenland, bien qu'ayant été historiquement surexploitées pour certaines espèces, demeurent une ressource importante pour les pays de la région. La morue, le caplan, la crevette nordique et le crabe des neiges sont les principales espèces faisant l'objet d'une pêche commerciale. Les accords de gestion des pêcheries dans l'Arctique, négociés dans le cadre d'organisations telles que la Commission des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est, constituent un élément constant de la diplomatie arctique et un reflet de l'importance économique que ces ressources continuent d'avoir pour les communautés côtières de Norvège, d'Islande, du Groenland et des îles Féroé.